Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière partie de cette formation Prototyper votre platformer avec Unity 3D. Comme je l'avais dit la dernière fois, nous allons commencer par finaliser notre jeu, notre boucle de gameplay, en rajoutant la zone de fin, ce qui nous permettra d'avoir un jeu terminé, ou tout du moins fonctionnel. Et puis dans un second temps, nous irons rajouter quelques éléments supplémentaires, d'une part pour étoffer un petit peu notre jeu, et puis surtout d'autre part pour aller travailler certains aspects de Unity avec lesquels nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler. Je pense notamment à l'audio ou à l'interface utilisateur. Commençons donc tout de suite. Donc cette zone de fin, eh bien là où vous avez donc la map avec, alors si on regarde de vue de haut comme ça, vous avez là le début à gauche ici, puis vous avez tous les obstacles, et enfin donc la zone de fin sera ici, cette plateforme là. Et donc si on regarde un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait dire que le jeu est terminé? Eh bien il est terminé quand le joueur arrive sur cette plateforme. Dit autrement, le jeu sera terminé quand le joueur sera rentré dans la zone, ici, au-dessus de cette plateforme. Et ça devrait donc vous faire penser eh bien, à ce qu'on a déjà utilisé, par exemple pour les autres plateformes ici, à un box collider qui serait isTrigger. Ce qui nous permettra donc eh bien, de détecter lorsque le joueur entre en collision, rentre dans la zone de fin. On va commencer donc par sélectionner cette plateforme-là, c'est celle-ci. Très bien. On voit qu'elle a un box collider qui n'est pas isTrigger et qui correspond donc au sol. On ne peut pas la traverser, c'est parce qu'elle a ce collider ici. Et on va venir lui en rajouter un autre qu'on va mettre dans un empty séparé. On sépare les préoccupations. Et donc ici on fait create empty. Attention bien sous cet objet-là. Et puis on va l'appeler zone finale. Voilà, par exemple. On lui rajoute son box collider. Donc, add component, ici ce ne sera pas capsule, ce sera box. Voilà. Je vais faire un petit focus pour voir si elle est bien placée, ça m'a l'air plutôt correct. Et puis comme d'habitude, on va venir modeler notre collider avec edit collider, de manière à ce que eh bien, ça fasse environ la zone qu'on veut pour la fin. Donc moi je vais dire que ce sera tout comme ça. La zone sera plutôt large et donc on aura une grosse marge de manœuvre. Hop, comme ça, alors on va un peu, je vais dire comme ça. Et puis je vais lui donner aussi un petit peu de hauteur, histoire qu'on finisse assez tôt comme ça, ce sera très bien. N'oublions pas encore une fois de cocher isTrigger, sinon le mouvement sera empêché, nous on veut juste le détecter. À partir de là, il ne nous reste plus comme la dernière fois qu'à créer un script qui utilisera la fonction onTriggerEnter pour détecter le mouvement, et puis on viendra glisser ce script sur cette zone finale ici. Donc on va aller dans le dossier script, clic droit, create C#script, on va l'appeler Victory, et puis on va venir double-cliquer dessus. Première chose à faire, on va déjà enlever tout ça puisqu'on n'en aura pas besoin. Et puis on va venir écrire donc notre fonction onTriggerEnter. Comme d'habitude, on détecte si c'est bien le player qui est entré, qui correspond à ce paramètre other. Donc on va faire if other.compareTag. Est-ce que c'est bien le player? Si c'est bien le cas, alors on considérera que le joueur a gagné, que le jeu est terminé. Dans un premier temps, on va juste le faire respawn, et puis ensuite on viendra changer un petit peu ce comportement pour le rendre un petit peu plus sympa, mais déjà pour voir si ça fonctionne, on va dire donc application, point, donc c'est le même code que quand on tombe en dessous de -14 sur Y, hein, vous vous souvenez, donc point load level, et puis on prend l'index 0, c'est-à-dire la première scène qui correspond donc à la scène actuelle. Et là, on fait point virgule, on termine en sauvegardant, et on va venir tester ça. Encore une fois, on n'oublie pas de glisser le script sur zone finale, sinon il n'aura pas d'effet. Donc on glisse Victory ici dans l'inspecteur de zone finale. Je vais déplacer le personnage pour qu'on puisse tester plus rapidement. Si je fais play, la caméra donc va venir rejoindre notre joueur. On n'oublie pas qu'on avait enlevé la contrainte sur le saut, vous vous souvenez sur l'énergie pour tester les animations, on avait enlevé cette contrainte. Donc pour le moment on peut sauter à volonté, on n'a pas besoin des capsules. On n'oubliera pas de venir changer ça après, mais là on va tester donc la zone. Hop, et vous voyez qu'on a bien respawn. Bon par contre c'est peut-être un petit peu brutal, on respawn directement, on n'a pas le temps de profiter de notre victoire. Donc ce qui serait pas mal c'est d'ajouter un délai avant de respawn, ce qui nous permettra d'apprécier un petit peu plus notre arrivée. On pourrait faire ça de plusieurs façons. Si on retourne sur notre script ici Victory, on pourrait utiliser, donc faire une fonction update et puis utiliser un timer qui serait déclenché donc lorsque ici à la place de application.loadLevel, eh bien on pourrait déclencher un timer dans update et puis au bout de par exemple 5 secondes, alors on appellerait ce respawn là. Je vous invite d'ailleurs à tester cette méthode de votre côté, ce qui vous permettra un petit peu de réviser toutes les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais nous on va utiliser une autre méthode qui sera en fait encore plus simple. et qui consiste à invoquer une méthode, une fonction, après un certain temps.
Vous allez voir ce que je veux dire. On va commencer par faire donc une fonction qu'on va appeler void respawn. Elle n'aura pas de paramètres. Et puis on va juste venir déplacer ce code de respawn à l'intérieur. Et là on pourrait appeler directement respawn, mais en fait ça ferait la même chose, ça appellerait juste respawn qui à son tour appellerait ça, il n'y aura pas de délai. Et pour ajouter un délai, on peut utiliser ce qui s'appelle la méthode de Unity invoke, comme ça. Si on laisse la souris dessus, on a donc une définition de ce que fait invoke. Elle invoque une méthode name qui correspond à cette string ici, premier paramètre method name, après time second, donc qui correspond ici time à la float en second paramètre. Nous, la méthode qu'on va vouloir invoquer, c'est donc respawn, donc on va lui donner comme ça. Et puis après combien de temps on veut l'invoquer, donc par exemple après j'avais dit 5 secondes, c'est peut-être un peu trop, donc on va dire 3.0f, voilà, on met le point virgule, et puis si on reteste, on devrait voir que cette fois-ci, si je me déplace sur la zone, eh bien je peux atterrir. Et au bout de 3 secondes, j'ai mon respawn qui apparaît. Donc ça fonctionne exactement comme on le veut. Par contre, vous avez peut-être remarqué un bug, ou alors quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment comme on le souhaite. Ici, si je saute, vous voyez que l'animation de saut met du temps à se lancer. Il y a un délai. Là, s'il va respawn dans 3 secondes. Si je le refais, faites attention. L'animation de run continue pendant un moment, et puis saut n'arrive qu'en plein milieu. Ben, ça devrait vous rappeler un petit peu ce qu'on avait fait au niveau de l'animator. Probablement, on a oublié de décocher un exit time. Donc si on retourne dans l'animator, ici ça se passait donc au niveau de run vers jump. Ici donc c'est cette flèche, et on regarde effectivement, il a bien son exit time de cocher, donc on va le décocher, puisque nous on veut que la transition se fasse instantanément. Donc je vais retester, et cette fois-ci normalement, voilà, c'est instantané. On devrait respawn. Parfait. Donc cette fois-ci, notre zone de fin est terminée, tout fonctionne exactement comme on veut. Je vais quitter le mode play, et puis je vais replacer donc mon personnage au début du jeu. On en a déjà fini avec la zone de fin. On verra que plus tard on ira rajouter du texte pour dire bravo, vous avez gagné ou quelque chose de ce genre-là, vous mettrez ce que vous voulez, mais on fera ça du coup au moment où on fera l'interface utilisateur. Pour le moment, en tout cas fonctionnellement, eh bien, la zone de fin est terminée. On est capable de détecter quand le joueur arrive dedans, et puis eh bien, à respawn la scène, à reload la scène après 3 secondes, après un délai de 3 secondes. Nous allons maintenant pouvoir nous occuper de l'audio. Alors ce qu'on aimerait bien, c'est que quand le personnage ramasse une capsule, il y a un petit son de rechargement de batterie, ou pour montrer qu'il a bien collecté cette capsule. Et puis on utilisera aussi un autre son pour montrer que le joueur saute. Donc ils sont disponibles ces sons dans le Game Platformer, dans le dossier UI-SFX MP3. Et là vous voyez ces deux sons, ces deux clips. Le premier, donc si on fait play ici en bas, voilà, ça ce sera le son de rechargement de batterie. Et puis le deuxième, donc le son de saut. Voilà. Ces deux clips qui sont à votre disposition ici dans le cadre de ce jeu, ce n'est pas nous qui les avons créés nous-mêmes, mais on les a trouvés dans une base de données totalement libre de droit. Maintenant, comment ça marche le son dans Unity? En fait, vous avez besoin de deux composants. Vous avez l'audio source, qui donc émet des sons, et puis vous avez l'audio listener, qui écoute si des sons ont été émis. Typiquement et traditionnellement, l'audio listener est placé sur la caméra, et si on clique dessus, vous voyez qu'effectivement il est bien là, et donc on va le laisser comme ça, ce sera très bien. Maintenant, l'audio source, eh bien, ça va être à nous de la placer sur les objets qui vont émettre des sons. Pour ce qui est du saut, on pourrait mettre donc notre audio source directement sur le player, et puis on aurait envie de mettre pour le ramassage de la capsule, eh bien, l'audio source sur la capsule, mais pour simplifier, on la mettra aussi sur le player. Vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais faire un petit peu de place ici, et puis on va faire, donc sur le player, on va venir faire add component, et cette fois-ci, audio source, vous voyez, on valide, et vous voyez que le premier élément qu'on nous demande ici en haut, c'est un audio clip, et pour l'instant il est à none. Cet audio clip, en fait, ça va être le son qui va être émis par cette source. Donc là, on est sur le player, on va dire qu'on va commencer par faire le saut, donc on va venir glisser ici ce son-là dans l'audio clip. Juste en dessous, vous avez tout un tas de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer, par exemple le volume, le pitch, etc. Mais on a surtout, par exemple ici, attention, play on awake, ça veut dire que le son va être joué dès le lancement du jeu sans aucune autre condition. Nous, ça ne nous va pas puisqu'on veut le jouer uniquement quand on saute, et donc on va venir le décocher. Et aussi en dessous, il y a loop. Loop, ça veut dire que ça va boucler, donc ça va être joué en boucle. Nous, on ne le veut pas, puisqu'on veut le jouer une seule fois, et donc on va laisser ça décocher, attention. On a donc notre audio source qui est rajouté en tant que composant sur notre objet player. Il va donc falloir maintenant trouver un moyen par le script d'accéder à cette source et puis de la jouer au moment voulu. Donc si on retourne ici dans nos scripts, on va donc aller sur Player Movement. Si jamais vous l'avez fermé, ben vous pouvez le rouvrir comme d'habitude en allant dans Script, ici, et puis vous double-cliquez sur Player Movement. Voilà. En premier lieu, donc ici, il va falloir une référence à cette audio source, donc on va la mettre publique, ce sera plus simple.
public. Le type, ce sera audio source. Et puis on va l'appeler audio underscore jump. Et ce clip, on viendra le jouer lorsque le joueur saute. Donc on va trouver la fonction saut qui est ici. Et bien simplement, lorsqu'il saute, on va faire audio jump, donc la variable qu'on vient de créer qui contiendra notre clip d'animation, point, simplement play, qui est une fonction préfaite de ce composant. Et puis il n'y a rien d'autre à faire ici dans ce cas-là. Donc si on sauvegarde et qu'on va tester ça, ici rien ne se joue au début, on n'a rien entendu. Par contre si je saute, ah, on a une erreur. Alors regardons tout de suite ce que c'est. Argument null expression values cannot be null. Ouais, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas assigné dans notre script la valeur audio jump. Vous voyez, elle est à none. On va simplement venir glisser ici, dans son champ. Et maintenant, si je refais play, là, on entend bien le saut. Je trouve ça un peu fort. Donc on va peut-être baisser le volume, par exemple à 0,7. Et puis, encore un peu fort encore, je vais mettre à 0,5. C'est mieux. Donc 0,5 c'est bien, ça n'a pas sauvegardé encore une fois, donc ici 0,5. Occupons-nous maintenant du son de collect. Donc pareil, on va faire une audio source pour ce son-là. On la déroule. Ici, vous voyez, audio clip, encore une fois, a besoin bien de son clip. On peut venir cliquer sur le petit rond ici. Il nous propose les deux. Et nous, c'était le premier qui correspondait donc à ce son-là. Donc on valide. Vous voyez maintenant, il a bien été rempli. Encore une fois, on décoche play on awake et on fait bien attention que ce ne soit pas une loop. Maintenant, en revenant dans le script, on va faire exactement de la même façon une référence. Public audio source. On va l'appeler audio capsule. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on veut que ce clip soit joué? Eh bien, quand le joueur ramasse une capsule. Sauf que directement depuis Player Movement, on n'a aucune information sur cet événement-là. On a juste des sauts, rotation, déplacement, est mort, mais on n'a pas à ramasser une capsule. C'est normal puisque ce code-là a été fait directement dans Collectible ici. Vous voyez, dans Collectible, on regardait si le tag c'était bien Player, et à ce moment-là, on détruisait directement la capsule, et puis on mettait le charge de Player à true. Ce qui veut donc dire que capsule a accès à Player, et donc elle va pouvoir le prévenir qu'il faut jouer ce son. Donc on va commencer par faire une fonction de son dans Player Mouvement. Je vais la mettre tout en bas, void, jouer son capsule. Par exemple, elle n'aura pas de paramètres, et puis on met les accolades, et on va dire donc, comme tout à l'heure, audio underscore capsule cette fois-ci, point play. Ce qui veut donc dire que lorsque cette fonction jouer son capsule sera appelée, cette ligne sera exécutée. On a donc tout préparé correctement. Si on retourne dans Collectible, cette fois-ci, on pourra faire pareil other.getComponent.playerMovement. On va le copier. Et puis cette fois-ci, on va pas faire point charge, mais on va faire point notre nouvelle fonction. Donc on a dit qu'on l'avait appelée jouer son... Ah, on la voit pas. Pourquoi on la voit pas? On n'oublie pas que de base, tout est privé, même les fonctions, et donc il faut bien lui dire qu'elle est publique pour qu'elle soit accessible depuis l'extérieur. Et puis si on revient donc sur Collectible, cette fois-ci, il devrait nous la proposer directement. Voilà, jouer son capsule, on valide. Et donc si j'enregistre ici Collectible, on fait attention que ce soit aussi enregistré dans Player Movement, qu'il n'y ait pas d'étoile au-dessus là. Donc là c'est très bien. Je reviens sur Unity. Je vais glisser l'audio source dans sa variable audio capsule ici, donc c'est celle-ci, je la glisse, comme ça on n'aura pas d'erreur comme tout à l'heure. Je fais play, et en allant chercher par exemple cette capsule, voilà, vous avez bien le son de collection de la capsule. On a fini avec la partie audio, donc maintenant je vais pouvoir les cacher parce qu'ils prennent quand même un petit peu de place. Je ne vais pas parler de ces composants ici parce qu'il y en a quand même beaucoup à voir, et puis de toute façon on n'en a pas besoin ici. Mais vous pouvez jouer avec ou regarder directement dans la documentation Unity à quoi ils correspondent. Prochaine étape, l'interface utilisateur. Et nous, on va particulièrement s'en servir, donc d'une part, comme je dis tout à l'heure, pour afficher un texte de victoire quand on arrive ici au bout, mais aussi pour montrer à l'écran directement si oui ou non on est chargé. C'est quand même plus sympa de ne pas devoir s'en souvenir, et puis que ce soit affiché du coup sur l'interface. Dans Unity, on va utiliser ce qui s'appelle un canvas, donc si vous faites un clic droit dans la hiérarchie, vous voyez ici en bas UI, et puis Canvas. Donc si on clique dessus, un Canvas a été rajouté. Vous remarquez aussi un Event System, c'est ce qui va permettre de capturer un petit peu les inputs. Je m'attarde pas trop là-dessus, parce qu'encore une fois, on va pas s'en servir, en tout cas on va pas le modifier. Ce Canvas représente encore une fois l'espace de travail qu'on va utiliser pour créer notre interface. Donc si je clique dessus, on fait attention, on est bien sélectionné, je vais faire un focus, et vous voyez que c'est un immense rectangle ici en haut, qui est bien plus grand que la scène, et qui correspond donc à l'interface, comme ça on peut la travailler plus facilement.
Je vais lui faire un petit peu d'espace et je vais aussi passer en 2D. Si vous voyez ici en haut de la scène, vous avez 2D, ce qui permet de passer, comme son nom l'indique, en mode 2D. Et comme ça, on n'aura pas de perspective au niveau de notre interface, puisque de toute façon, on va travailler avec des éléments plats. Commençons par rajouter notre icône de saut ou d'énergie. Si vous voyez, il est disponible donc dans Projet, Game Up Platformer, Materials, et puis ça va être celui-ci, Jetpack. Lorsque cette icône sera montrée à l'écran, ça veut dire qu'on a l'énergie pour sauter. Et puis lorsqu'on n'a pas l'énergie pour sauter, bien l'icône sera absent. Et pour afficher ce bouton directement dans l'interface, on va faire donc dans le canvas un clic droit. Et puis vous voyez encore une fois dans UI, vous pouvez rajouter différents éléments, des boutons, des images, des sliders, etc. Nous on va rajouter une image toute simple. Donc on clique sur Image. Et là vous voyez qu'une image blanche, un carré blanc est apparu. Donc on va venir lui rajouter ici dans sa source notre sprite. La sprite c'est celle-ci, c'est notre image. Et on va essayer de la placer alors plutôt en bas à gauche par exemple. Donc si je me fais un peu de place ici, je peux venir glisser, vous voyez, sur mon image pour la placer où je veux. Et je vais donc la mettre ici. Par contre, si je viens modifier la taille de ma fenêtre game, on va voir qu'il y a un comportement qui ne nous va pas du tout. Donc là, vous voyez, l'icône en fait ne reste pas à sa position en bas à gauche, elle disparaît petit à petit. On le voit aussi au niveau de la scène sur le canvas, vous voyez, l'icône disparaît, il quitte la zone de l'interface. Pour résoudre ce problème, on va venir cliquer sur Canvas, et puis sur le composant Canvas Scaler ici, vous voyez UI Scale Mode, et là il est en Constant Pixel Size. Nous ça ne nous va pas, on va utiliser Scale with Screen Size. Si on clique dessus, vous voyez que notre icône cette fois-ci s'est déplacée, il n'a plus non plus la même taille, et puis vous voyez au niveau des paramètres qu'il y a référence résolution X et Y, qui correspondent en fait à la taille de votre écran en pixels. Ce qui va donc m'amener à parler d'une nouvelle notion que j'avais jusqu'à maintenant ignorée. Et si vous regardez un petit peu la fenêtre Game, vous voyez ici, il y a Free Aspect. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir l'aspect ratio qui sera utilisé donc pour notre jeu. Et dans notre cas, moi je suis sur un 16/9, donc on va faire 16/9. Vous voyez, le rendu du jeu a changé. Et puis cette fois-ci, le bouton a encore une fois changé de place. Mais on va venir régler ça déjà d'une part en mettant donc sur X 1920 dans le cas de mon écran par 1080. Voilà. Et puis je vais venir donc déplacer cette fois-ci mon icône, donc comme on avait dit, en bas à gauche. Ici, alors vous le mettez où vous voulez, hein, moi je le mets là, mais c'est pas obligatoire. Et cette fois-ci, si je change la taille comme ça, vous voyez qu'il reste tout le temps en bas à gauche. Pour le coup, il est peut-être un petit peu petit, donc on peut venir l'agrandir soit directement avec les petits points bleus ici, les poignées, et les tirer comme on veut, soit changer directement depuis ici width et height. Donc on pourrait dire par exemple 200 ou 300, ça va être bien. Et vu que c'est un carré, on va mettre 300 par 300. Voilà, vous mettez la taille que vous voulez, mais on peut changer donc de ces deux façons-là. Je vais le relever un petit peu. Voilà. Maintenant, votre image, elle est bien jolie, mais elle n'est reliée à aucune logique. C'est-à-dire que vous ayez le droit de sauter ou non, et ben elle sera toujours là, et puis c'est tout. C'est tout simplement parce qu'on lui a jamais dit dans le code de se désactiver lorsqu'on n'a plus le droit de sauter, et de se réactiver lorsqu'on a le droit de sauter. Donc on va faire ça tout de suite. On va retourner dans Script, et puis dans Player Movement. On pourrait imaginer de faire un nouveau script qui serait dédié à la gestion de l'interface utilisateur, mais vu que nous on n'a vraiment pas grand chose, on va le faire directement dans Player Movement. Il me faut donc une référence à notre image, et donc comme d'habitude on va venir faire une variable qui va être public, donc public, le type ce sera image. Sauf que là vous voyez qu'il ne nous le propose pas en autocomplétion, et donc il ne connaît pas ce type image. Pour lui donner l'information c'est quoi en fait le type image, il va falloir qu'on vienne rajouter une librairie ici en haut, je vous en avais parlé dans la première vidéo, et bien on va en rajouter une en faisant using Unity Engine.ui. Et cette librairie va tout simplement nous permettre d'avoir accès et d'utiliser les variables, les types et les composants qui ont à faire avec l'interface utilisateur. Cette fois-ci vous voyez image est passé en vert, il le connaît très bien. On va lui donner comme nom image underscore jump, point virgule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette référence image? Comment est-ce qu'on la désactive? Comment est-ce qu'on l'active? Si je reviens sur Unity, vous voyez ici donc sur l'objet image, vous avez un composant image, et ce composant a une petite checkbox, comme la plupart des composants d'ailleurs, et si vous cliquez dessus, si vous décochez, vous voyez que le composant en tout cas, est désactivé, et l'image donc disparaît. Et si je reclique dessus, eh bien il réapparaît. Et on va juste venir faire exactement ce mouvement-là, mais en code. Réfléchissons, à quel moment est-ce qu'on veut que notre image soit désactivée? Eh bien, lorsque notre personnage a sauté. Donc si je retrouve une fois de plus ma fonction saut, ici je vais rajouter donc, quand il saute, il va aussi désactiver notre image jump, qui est donc le nom de notre variable, et on va venir faire, pour l'activer et la désactiver, .enabled
est égale à false, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus activée. A l'inverse, quand est-ce qu'on veut que l'image soit réactivée? Eh bien lorsque le personnage a ramassé une capsule. Dans le script player movement, on a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas accès à cette information, mais par contre collectible, lui, il a cette information. Et on avait justement fait une fonction jouer son capsule. Or, on sait que jouer son capsule est appelé par collectible lorsque le joueur ramasse une capsule. Et donc on va simplement venir rajouter une action supplémentaire, c'est-à-dire image jump. Cette fois-ci, on va donc la réactiver, donc .enabled égale true. Par contre, on va venir renommer notre fonction puisque maintenant elle ne fait plus que ça. Donc on va l'appeler jump effet. Puisque en fait cette fonction finalement va servir à gérer à la fois les effets sonores et puis les effets aussi d'interface. On n'oublie pas du coup là de sauvegarder et puis d'aller changer ce nom là aussi dans collectible puisque maintenant ça n'est plus jouer son capsule, c'est jump effects. On sauvegarde également. Et on peut venir aller tester tout ça dans Unity. N'oublions pas que notre variable, notre référence à image pour l'instant elle est à none, donc on va venir comme d'habitude glisser image dans son champ image jump. Donc au début l'image est présente, si je saute, elle disparaît bien. Alors là je peux à nouveau sauter parce qu'on n'oublie pas qu'on avait enlevé la contrainte d'énergie, mais on va la remettre juste après. Et puis là si je prends la capsule, eh bien l'image est réapparue. Si je ressaute, elle disparaît, c'est exactement ce qu'on voulait. Avant d'oublier, je vais donc rajouter tout de suite la contrainte d'énergie au niveau du saut, donc dans Player Movement, c'était dans cette fonction-là. On n'oublie pas qu'on avait aussi End Charge. Je ne vais pas le retester direct dans Unity parce qu'on sait que ça fonctionne. Et du coup maintenant on va pouvoir attaquer donc la dernière partie d'interface, c'est-à-dire comme je l'avais dit tout à l'heure, un texte de victoire lorsqu'on a terminé, lorsqu'on arrive sur la zone de fin. Donc si je retourne ici, on va tout de suite faire, donc cette fois-ci pas une image mais un texte, donc en faisant dans Canvas, clic droit, UI, et puis texte, là vous voyez, c'est le premier élément. Le texte est apparu en plein milieu de notre Canvas. Alors pour l'instant je vais le laisser là, par contre je vais l'agrandir un petit peu, donc on va dire comme ça. Et puis je vais maintenant pouvoir venir écrire dans le composant texte eh bien, notre message de victoire, donc on va dire par exemple « Vous avez gagné », point d'exclamation. Donc vous mettez ce que vous voulez évidemment. Là je vais pouvoir changer, donc on peut changer la police, on peut changer la fonte, la taille. Moi je vais changer la taille, je vais dire que là c'est un peu petit, je vais la mettre peut-être plutôt à 40. C'est peut-être même encore un peu petit, on va dire 60, voilà c'est très bien. Et je vais la mettre aussi en gras. En dessous vous avez les options d'alignement, donc ici c'est l'alignement gauche, droite, etc. Donc moi je vais le mettre centré, et puis vous avez l'alignement au niveau de la hauteur comme ça, donc je vais le mettre centré partout. On peut également changer la couleur, ici dans le champ couleur, si vous cliquez dessus, vous avez une palette qui apparaît, on pourrait le mettre en rouge, en ce que vous voulez, moi je vais le laisser noir. Et pour terminer, je vais venir placer mon texte peut-être plus sur le haut, comme ça. Et maintenant, on va venir faire exactement la même chose que pour l'image, mais cette fois-ci pour le composant texte. Vous voyez ici, il y a aussi la checkbox, si je le décoche, il disparaît, si je le recoche, il apparaît. Alors au début du jeu, il n'est pas là, parce qu'on n'a pas gagné, donc il va commencer par être décoché, contrairement à l'image. Et on va venir gérer sa logique, cette fois-ci, dans le script Victory. Il nous faut donc une référence à notre texte. N'oublions pas que le texte fait aussi partie de l'interface, et donc il va falloir aussi utiliser la librairie unityengine.ui, donc on la rajoute. Et je vais pouvoir faire donc ma variable, qui sera publique, de type texte, et qu'on appellera text underscore victoire. Quand est-ce qu'on veut l'activer? Eh bien lorsque le joueur a gagné, c'est-à-dire lorsqu'il est rentré dans la zone, donc on va le mettre ici. Texte victoire, .enabled égale true. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le remettre à false parce que l'application va être rechargée. Et donc notre valeur ici sera réinitialisée à sa valeur lors du début du niveau, c'est-à-dire comme on l'a vu ici, décoché. Donc je reviens pour sauvegarder parce que je l'ai oublié de le faire, CTRL S, et là si je viens tester, je vais pouvoir repasser en 3D ici, donc en décochant là 2D, voilà, on est revenu en perspective, je vais me focus sur le player, et puis je vais venir le placer plus proche de la zone d'arrivée pour qu'on puisse voir plus rapidement. Avant de tester, on n'oublie pas qu'il faut bien assigner la référence texte à notre script Victory. Donc il était sur cette plateforme-là, ici, dans zone finale, vous voyez Victory. Texte victoire est à none. On va juste venir glisser ce texte dans son champ. On confirme bien qu'au début, le texte n'est pas affiché à l'écran, mais dès que je vais toucher la zone d'arrivée, il apparaît. On attend 3 secondes pour le respawn. Hop, et vous voyez qu'il a à nouveau disparu.
Très bien, je vais m'arrêter ici avec cette petite présentation du canvas et de l'interface utilisateur dans Unity. Ici, on a juste vu les bases, mais on s'attachera dans des formations futures à explorer des notions un petit peu plus compliquées, comme par exemple les boutons. Maintenant, on va venir intégrer un dernier élément avant d'attaquer la résolution des bugs, ce qui conclura d'ailleurs cette vidéo et puis aussi cette formation. Ce nouvel élément, ça va être un effet visuel. En fait, quand le personnage va sauter, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu de feu qui apparaisse au niveau de son réacteur pour montrer qu'il est en train de dépenser de l'énergie et pour que ce soit plus joli de manière générale. Cet effet visuel, vous pouvez le trouver donc dans Game Platformer, dans Prefab, et c'est celui-ci, c'est un Particle System. Vous voyez, il a un composant particulier ici, c'est le Particle System avec beaucoup de paramètres. Je ne vais pas rentrer en détail sur chacun d'entre eux, mais sachez simplement que vous pouvez peaufiner un petit peu un effet visuel pour créer, par exemple ici, si je le mets dans la scène, donc ça va être ça. Un petit effet de feu comme ça, sympa, qu'on va venir activer quand le personnage est en train de sauter. Vous voyez cet élément, ce Particle System a été rajouté aussi dans la hiérarchie, et on va venir le glisser bien sous Player. Donc on va dérouler Player, et puis on va le mettre directement là-dessous. Voilà. Et maintenant on va juste venir le déplacer au niveau du réacteur. Donc je l'ai mis en position 0, 0, 0 sur X, Y et Z, parce qu'a priori on dirait que c'est à peu près correct. Peut-être le baisser un petit peu légèrement comme ça, et comme ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce Particle System? J'ai dit que quand le personnage est en l'air, j'aimerais bien qu'il s'active pour montrer qu'il est en l'air et qu'il est en train de flotter ou de sauter. Et puis quand il est sur le sol, il n'a plus besoin de son réacteur et donc le Particle System sera désactivé. Si on retourne dans nos scripts, on va faire ça donc dans Player Mouvement. Et puis encore une fois, on va venir faire une référence à notre Particle System. Donc cette fois-ci, on va faire une variable publique. Son type, ça va pas être Particle System, on va prendre directement l'objet principal, c'est-à-dire le GameObject. Donc là, pour le coup, ce type-là, ça correspond en fait, par exemple, à tout l'objet, et pas seulement ce composant-là, mais vraiment tout l'objet. Donc si je reviens ici, GameObject, et je vais l'appeler effet réacteur. Et comme on l'avait fait pour l'interface, on va venir ici faire la même chose. On va dire qu'à une certaine condition, on va venir désactiver cet objet, et à une certaine condition, on va venir le réactiver. Donc quelles seront ces conditions ? Eh bien, lorsque le personnage est en l'air, c'est-à-dire que lorsque le personnage ne touche pas le sol, alors on voudra que effet réacteur soit activé, et lorsque le personnage touche le sol, alors on voudra que effet réacteur soit désactivé. Il nous faut donc trouver un moyen de savoir si oui ou non on est en train ou on est suffisamment proche du sol. Ça devrait vous rappeler ce qu'on avait fait avec la fonction saut ici. On avait utilisé un recast pour savoir si oui ou non on était suffisamment proche du sol. Et donc il va falloir extraire cette condition du if pour la mettre dans sa propre fonction. Cette fonction, on l'appellera non seulement du coup ici pour la remettre dans la conditionnelle, mais aussi on la mettra dans update pour savoir si oui ou non on est en train d'être en l'air. Ça va être plus clair quand je vais faire cette fonction. Donc on va la mettre par exemple juste au-dessus ici. C'est une nouvelle fonction, mais elle ne sera pas void. En fait, void, ça veut dire que notre fonction ne retourne rien, elle est juste appelée, elle fait son boulot, et puis derrière elle ne renvoie pas de résultat. Nous, on va vouloir cette fois-ci, par contre, qu'un résultat soit renvoyé. Lequel? Eh bien, on va vouloir un booléen, qui est renvoyé d'ailleurs par ce recast, vous voyez ici tout à gauche, c'est la valeur de retour, c'est un bool. Cette fonction renvoie un bool vrai ou faux. Est-ce que oui ou non, ceci est validé? Est-ce qu'on est suffisamment proche du sol? Donc on va simplement faire ici un type de retour bool. Le nom de la fonction, ce sera isGrounded, c'est-à-dire est-ce qu'il est sur le sol. On va pas mettre de paramètres, et par contre, du coup, on va venir copier ce morceau de code à l'intérieur de cette fonction, et on va simplement mettre return ici pour dire tu vas retourner la valeur qui est renvoyée par cette fonction, qui est, comme on l'a vu juste avant, un booléen. Donc on n'oublie pas ici le point virgule pour terminer l'instruction. Ici dans la conditionnelle, donc on va remplacer cette ligne-là par l'appel de notre fonction isGrounded. Ce qui veut bien dire que lorsque cette conditionnelle est évaluée, on arrive ici, c'est une fonction, elle va être appelée, cette fonction-là donc va être appelée, et puis elle va retourner donc comme avant la valeur de physics.recast avec ses paramètres. Donc au niveau du saut, ça fonctionnera exactement de la même façon. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une nouvelle fonction qu'on appellera dans updates, et qui appellera celle-ci à chaque frame, et qui vérifiera donc si oui ou non on est en l'air ou pas. Cette fonction va être void, je vais l'appeler manageReactor. Et puis on va venir lui dire si isGrounded, c'est-à-dire si on est sur le sol, alors on va désactiver notre objet GameObject effet réacteur. Donc effet réacteur point setActive ici, puisque à la différence de ce qu'on a fait pour lui, on va pas désactiver un composant, donc on va pas utiliser .enabled, on va utiliser .setActive parce que là on va activer et désactiver le GameObject en entier, donc c'est pas la même fonction.
donc setActive, et puis setActive c'est une fonction qui prend en paramètre est-ce que l'objet va être activé ou désactivé. Donc nous, si on est sur le sol, on va dire qu'il va être désactivé. Et puis à l'inverse, donc else. Alors on n'a pas utilisé else jusqu'avant. En fait, if c'est si cette condition est validée, alors on va exécuter les instructions qui se trouvent ici. Par contre, si elle n'est pas validée, eh bien on va exécuter les instructions qui vont se trouver dans le else. Ça permet de faire des conditions, des embranchements. Alors là, dans le else, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas grounded, donc on n'est pas sur le sol, et donc on va activer notre effet réacteur cette fois-ci en faisant effet réacteur.setActive true. On n'oublie pas d'appeler cette fonction dans update, puisque pour le moment elle n'est appelée par personne, elle ne sert à rien, et donc on va dire, eh bien dans update, manage réacteur, j'appelle ma fonction. On sauvegarde, et puis on va aussi en profiter donc dans Unity pour glisser la valeur particule système à son champ. Donc dans Player, on a bien notre GameObject effet réacteur qui pour l'instant est vide. On va venir glisser donc ce GameObject aussi. Au début de la partie, peu importe s'il est activé ou désactivé, puisqu'on fait un check, on fait une vérification à chaque frame, et elle va s'occuper elle-même de le désactiver ou de l'activer. Donc dans tous les cas, il se mettra à jour automatiquement. Si on teste, donc là il est un petit peu en l'air, il devrait être activé au début. Bon, il est activé. Là vous voyez qu'il est désactivé. Si on regarde un petit peu vers le bas, il n'y a pas de flamme. Par contre, si je saute, il s'active, et il se désactive à nouveau lorsqu'il atterrit. On a donc fini avec l'implémentation de ce réacteur, donc on peut quitter le mode Play. On n'oublie pas de sauvegarder la scène, et puis aussi le projet, donc dans File, Save Project. Et enfin, je vais pouvoir replacer mon personnage au début de la map. Toutes les fonctionnalités de notre jeu sont maintenant implémentées, le jeu on peut dire qu'il est terminé. Et dans cette dernière partie de vidéo, on va simplement régler quelques bugs un petit peu embêtants. Pour illustrer le premier, je vais revenir en mode Play, et puis je vais attendre qu'on passe en idle break. Donc il va faire 3 cycles, là il passe en idle break, et si j'essaie de bouger, vous voyez qu'il reste en idle break, il va pas en run. Il attend d'avoir fini idle break pour passer en run. Donc on peut régler ça assez facilement en fait, c'est parce que dans l'animator, on a mis aucune transition de idle break vers run, ni vers jump d'ailleurs. Il est obligé de finir son cycle, de revenir à idle, et lui par contre a bien ces transitions là. Pour régler ce bug, on va juste mettre des transitions de idle break vers jump, et puis de idle break vers run. Alors à quelles conditions? À la même qu'ici, c'est-à-dire ici on va mettre jump, donc condition jump, et de idle break vers run, la condition ce sera isRunning état true, comme ça. On n'oublie pas que dans ce cas-là, on veut que la transition soit prise instantanément si la condition est validée, donc on va décocher asExitTime ici, et puis aussi pour cette transition. Maintenant si je teste, vous voyez qu'ici il fait son premier cycle idle, son deuxième cycle, son troisième cycle, là il va prendre la transition idle break, et là je peux bouger et il prend directement run. Et si j'arrête, il va revenir idle. Vous voyez que c'était pas bien compliqué à régler, mais même un petit bug comme ça casse l'immersion de votre jeu. Donc je vais juste les remettre en carré comme ça, pour que ce soit plus joli. Et puis maintenant on va attaquer donc le deuxième bug. Celui-ci est lié au mouvement de la caméra, vous l'avez peut-être vu au fur et à mesure du jeu. Je vais passer en mode grand écran pour que ce soit plus visible, et puis faites attention au mouvement de la caméra et du player. Vous voyez qu'il va y avoir un espèce d'effet comme s'il y avait des micro-coupures, des micro-lags. Je ne sais pas si c'est très visible ici à l'écran, mais normalement si vous avez suivi en même temps, vous avez dû le remarquer de votre côté. Alors c'est un bug assez connu, qui a plusieurs origines, plusieurs explications de pourquoi ça arrive. Ici dans notre cas, par exemple, nous il y a possiblement plusieurs choses. Par exemple, si on retourne sur notre caméra, je vous avais dit ici qu'utiliser un lerp pour bouger la caméra dans Update, c'était pas une bonne idée pour suivre le player. Parce qu'en fait on était en train de tricher en utilisant notre interpolation linéaire d'une manière dont on n'est pas censé l'utiliser. Donc ça peut être l'une des explications de pourquoi on a ce petit effet de coupure, de lag. Mais j'ai testé de mon côté avec la vraie façon de faire ce mouvement de caméra, et puis ça change absolument rien. Donc en fait ça vient pas d'ici. Bon par contre ça reste quand même une mauvaise pratique, mais dans le cadre de ce projet, cette méthode-là nous va très bien, ça fonctionne quand même pas mal. Un deuxième point qui pourrait causer ce problème, c'est la manière dont on récupère nos inputs et dont on bouge. En fait ici on fait tout dans Update, mais vu que nous on utilise la physique avec un rigid body, eh bien on devrait récupérer nos inputs dans Update et appliquer les déplacements, les rotations, etc. dans Fixed Update, qui est en fait donc une autre fonction qui fait partie du cycle de vie d'un objet et qui justement est utilisée pour faire les modifications physiques. Encore une fois, de mon côté, j'ai fait ces changements pour voir si ça venait de là, et puis il se trouve que ça ne change absolument rien non plus. De manière générale, ce problème est assez difficile à diagnostiquer pour savoir d'où vient la source du problème, mais nous, dans notre cas, en fait, une façon assez simple de le régler, mais qui n'est pas très propre, mais bon, ça fonctionne, c'est de passer ici Update en Fixed Update. Et
Donc là, si je sauvegarde et que je reviens sur Unity, normalement on ne devrait plus avoir cet effet de lag. Vous voyez maintenant, si je bouge, on ne remarque plus de coupure, c'est clean. Alors prenez ce bug fixe avec un grain de sel quand même, parce que déjà c'est pas forcément très clair de pourquoi ça fonctionne, et puis surtout ça fonctionne ici, mais peut-être dans vos projets perso futurs, et ben ce problème ne sera pas réglé de cette façon-là, et il faudra utiliser une autre méthode, ce sera à vous de voir à ce moment-là. Il reste enfin un dernier bug à notre projet, mais il n'est pas facile à reproduire, donc je vais essayer de le faire de mon côté, et puis dès que je l'ai, je vous retrouve. Ok, donc là j'ai trouvé comment le déclencher. Donc si je me mets en grand écran et que je fais play, vous voyez, j'ai rajouté un cube avec un collider. Et si je vais me frotter sur ce cube comme ça, hop, vous voyez que là je ne touche plus à rien, et le personnage se met à tourner sur lui-même un petit peu tout seul. Et ça c'est dû à plusieurs choses, mais notamment la façon dont on a géré la physique et notre rotation surtout. Donc par exemple, si je reviens ici dans mon player mouvement, vous voyez que la rotation, on l'avait fait directement avec le transform. On avait fait une rotation, et puis on avait appliqué au niveau du transform cette rotation. On n'utilise pas donc du tout la physique. Mais pour le coup, on a quand même un rigid body. Et ce rigid body là, on lui avait pas mis de contrainte. Si je vais sur le player rigid body, vous voyez dans contrainte, on n'avait rien mis au niveau de la rotation sur Y. Et ça veut donc dire que lorsque l'on entre en collision avec un autre objet, eh bien un calcul physique est effectué, ça va avoir un impact au niveau de notre rotation sur Y, donc tout simplement on va venir lui dire « tu ne seras pas affecté par la physique non plus sur Y ». Cette fois-ci, si je recommence, normalement je ne peux plus déclencher le bug. Vous voyez, si je me frotte contre le mur, j'arrête, il ne se met pas à tourner, donc c'est exactement ce qu'on veut. La résolution des bugs est donc maintenant terminée, en tout cas ceux que j'ai pu trouver. Il en existe peut-être d'autres, et ce sera donc à vous d'essayer de les résoudre si jamais vous arrivez à les trouver, ce sera un bon exercice. Maintenant, si vous souhaitez un petit peu continuer à vous entraîner sur ce projet, vous avez par exemple, dans Caractère, vous voyez ici, il y a une autre animation, Anime Victory. En fait, c'est l'animation de victoire qu'on n'a pas implémentée nous. Et si on regarde, en fait, c'est l'animation qu'est censé jouer le joueur lorsqu'il arrive à la zone de fin pour faire une petite danse de victoire. Et donc je vous laisse le soin de l'implémenter. Donc normalement, vous avez les outils qu'il vous faut pour l'implémenter. Concrètement, vous irez dans l'animator, vous ferez un booléen win, par exemple, et puis vous l'implémentez au moment où on entre dans la zone, et bien vous mettrez ce booléen à true, et vous mettrez transition entre tous ces états, et puis cet état de victoire. De la même façon, si vous regardez ici, si je fais play, vous voyez ici, si je saute, il fait l'animation de saut, mais il revient vers run avant d'avoir atterri, parce qu'en fait le saut est trop long, et donc il reste dans les airs longtemps, finalement, plus longtemps que l'animation de jump, et donc il reprend son animation de run, parce qu'on est en train de se déplacer et donc de courir. Vous pourriez avoir envie de bloquer l'animation de saut jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le sol, et en fait pour ça, rien de plus simple, encore une fois, il suffirait de rajouter dans l'animateur, par exemple, is grounded en booléen ici, et puis de rajouter cette condition pour aller de jump vers run, vous rajouteriez ici cette condition, par exemple, donc is grounded. Et à ce moment-là, il serait non seulement obligé de valider la condition is running égale true, aussi l'exit time, il devrait attendre que ce soit terminé l'animation de jump, mais il devrait aussi valider eh bien, cette nouvelle hypothétique variable is grounded pour pouvoir retourner à run, sinon il resterait bloqué sur la fin de son animation de jump. Donc nous ici, moi je ne l'ai pas mis, mais vous pourriez très bien avoir envie de faire ça. Cette formation touche à sa fin. Vous voyez que là on a un jeu qui est pas très compliqué, et pourtant il nous a quand même permis de voir beaucoup de notions fondamentales dans Unity. Et puis même pour un projet aussi épuré que celui-ci, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de notions à comprendre et à faire marcher les unes avec les autres pour obtenir un résultat un petit peu cohérent. Je vous retrouve donc dans une prochaine formation sur des notions qui seront peut-être un petit peu plus avancées mais aussi plus intéressantes. Et puis je vais conclure cette vidéo sur ces images du travail qu'on a pu accomplir ensemble.